Il y en a des nouveaux depuis ce matin. Non? Vous étiez tous là ce matin? Ouais. Donc du coup, là, on est à la deuxième conférence qui va parler du tourisme équitable et solidaire, donc l'association de la TES. Et donc pour la deuxième conférencière, c'est Anaïs qui est chargée de développement au sein d'Alter Enga, c'est une association, et qui sera plus à même de vous expliquer exactement ce que c'est et en quoi consiste la TES. Donc je lui laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Alors je crois qu'au départ c'était prévu que ce soit Yann Legendre qui anime cette conférence, qui est un de mes collègues et qui était en voyage et qui est revenu il n'y a pas longtemps, donc il n'a pas eu le temps de préparer la conférence. Donc c'est moi qui prends un petit peu le relais. Voilà, donc moi je suis Anaïs Bourgoin, donc je suis chargée de développement dans une association qui s'appelle Alter Enga. Voilà, et donc mon intervention, je crois qu'au départ vous aviez prévu de parler de la labellisation. Moi je vais vous parler plus du tourisme équitable et solidaire en général. Donc qu'est-ce que c'est, qui en fait, comment ça fonctionne, etc. Et j'aborderai aussi bien sûr la problématique du label, mais plus brièvement en fait, ce ne sera pas vraiment le centre de mon intervention. Voilà, donc moi je travaille chez Alter Enga, donc juste pour pour vous situer un petit peu les choses, Alter Enga ça signifie alternative et engagement pour les pays en voie de développement. Et puis c'est aussi un petit jeu de mots avec un dialecte sénégalais, donc le Wolof, où Teranga signifie terre d'hospitalité. Voilà, pour le jeu de mots, pour l'anecdote. Donc Alter Enga créé en 2005, basé sur Laval et sur Saint-Brieuc. Nous on propose des voyages solidaires, donc principalement en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, le Ghana aussi, l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Chili, et enfin l'Europe de l'Est avec la Bulgarie et la Roumanie. Notre spécificité, puisqu'on est beaucoup d'associations à faire ce style de tourisme, nous on propose ce qu'on appelle des séjours pédagogiques. Donc en fait, c'est des séjours qui sont destinés à un public étudiant et scolaire. Donc en fait, on fait voyager des bacs pro, des BTS, des lycéens. L'idée, c'est de leur faire découvrir une destination en gardant le lien avec leur cursus scolaire. Donc par exemple, on a déjà emmené des BTS tourisme dans le cadre de leur voyage d'études, donc sur le Sénégal et un autre sur la Grèce. On travaille aussi avec des bacs pro en agriculture qu'on a emmené au Burkina Faso pour qu'ils puissent découvrir comment on travaille la terre en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc l'idée, découvrir une destination et garder le lien avec le cursus scolaire. Donc c'est des voyages qui se préparent beaucoup en amont, notamment avec les BTS tourisme où on les rencontre environ 4 à 5 fois avant le départ pour les préparer au voyage. Et puis bien sûr, bien évidemment, après le séjour aussi. Voilà, autre activité d'Alter Enga, moi je réalise des formations et des sensibilisations donc auprès de BTS Tourisme, donc je donne des cours au sein de BTS Tourisme ou d'instituts de formation en tourisme comme Cap Vert, je ne sais pas si vous connaissez, ou les SUP à Rennes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moi qui prends un petit peu le relais de Yann Legendre parce que j'ai un petit peu l'habitude de m'adresser au public étudiant. Voilà. Autre activité de mon association, on réalise des expertises terrain pour des projets associatifs et puis pour la coopération décentralisée. C'est-à-dire qu'on fabrique des voyages pour par exemple des mairies dans le cadre de comités de jumelage ou ce genre de choses. Donc on ne fait pas que du voyage pour les individuels, on en fait aussi pour des associations, pour des CE et pour des étudiants. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu vous planter le décor. Je vais passer dans le vif du sujet, comme on dit. Voilà, donc l'émergence du tourisme solidaire. Souvent, les gens pensent que ça existe depuis 5 ans, qu'on surfe sur la vague du développement durable, de l'économie sociale et solidaire, l'agriculture bio, etc. C'est vrai qu'on bénéficie de cet effet de mode, mais c'est un tourisme qui existe quand même depuis maintenant près de 50 ans. Donc ça a commencé dans les années 60 à peu près, avec des projets qui alliaient le voyage et aussi la solidarité internationale. Donc on a appelé ça au départ un tourisme intégré, puisque c'était un tourisme qui était intégré dans la culture locale, où la population locale avait vraiment sa place et était maître de ces projets touristiques. Donc ça a commencé par souvent la construction de campements en fait, de lieux d'hébergement pour des voyageurs. Donc intégré au niveau architectural, c'est-à-dire qu'on va utiliser les matériaux locaux et l'architecture locale pour construire ces campements. On ne va pas vous planter un gros bloc de béton au milieu de la brousse, voilà, pour faire simple.
Donc ça a commencé ça en Casamance, donc dans une région du Sénégal, et maintenant c'est des hébergements qu'on trouve partout, essentiellement en Afrique de l'Ouest, mais un petit peu en Amérique du Sud aussi. Et c'est des hébergements que nous on utilise maintenant pendant nos séjours en fait. Voilà, ensuite dans les années 70, il y a eu un autre mouvement, donc après mai 68, les écologistes et les tiers-mondialistes qui dénonçaient un petit peu les limites du tourisme de masse, à savoir la prostitution, l'exploitation des ressources, le fait de ne pas impliquer les populations locales dans le développement touristique, voilà, toute la pollution engendrée par le tourisme, enfin tous ces effets un petit peu néfastes. Et donc c'est des associations et des gens qui ont proposé ce qu'ils ont appelé cette fois-ci un tourisme autrement. Donc voyager autrement qu'avec des gros tours opérateurs, avec autrement qu'un tourisme plus classique. Donc il y a eu la création d'Arvel et de Croque Nature qui est encore présent, et si vous voulez aller les rencontrer, ils sont sur notre village solidaire là-haut. Voilà, donc pour vous dire que c'est un tourisme qui a été mis en place il y a déjà longtemps, sous d'autres appellations, hein, sous le tourisme intégré, le tourisme autrement, mais les valeurs qui sont aujourd'hui celles du tourisme équitable et solidaire étaient déjà là, à savoir la solidarité, les rémunérations équitables au niveau des partenaires, l'implication des populations locales dans le projet touristique, à savoir qu'on ne va pas leur imposer quelque chose, nous nos séjours on les construit avec eux, c'est eux qui les gèrent ensuite sur place, c'est eux qui gèrent nos voyageurs, et puis aussi bien sûr utiliser le tourisme comme levier de développement local, à savoir qu'un tourisme classique va laisser seulement 20% des recettes dans un pays, le tourisme solidaire en laisse 80%. Ça s'explique très simplement, c'est parce que nous on ne passe pas par des intermédiaires ou des agences internationales, on passe que avec, par exemple pour la location de véhicules, ça va être déjà des agences locales, pareil pour l'hébergement, pareil pour la nourriture, pareil pour les visites, on n'emploie que des guides locaux, pas des gens qu'on fait venir d'Occident. Donc voilà, pour un petit peu l'émergence, comment est née cette forme de tourisme. Ensuite, il y a eu différentes prises de conscience. Je vais passer assez rapidement parce que ça, c'est un côté un petit peu rébarbatif de la présentation. Donc, il y a eu, par exemple, en 92, le Sommet de la Terre pour le développement durable, qui a réuni beaucoup de chefs d'État du monde entier, et ils ont intégré la notion de tourisme durable dans le développement durable. Donc, ils se sont dit, tourisme, plus grande industrie au monde, c'est quand même quelque chose, donc il faut absolument l'intégrer dans le développement durable. Donc il y a plusieurs pays qui se sont engagés pour faire des efforts en faveur du tourisme durable, à savoir sensibiliser leurs acteurs, sensibiliser les tours opérateurs, les offices du tourisme, les transporteurs, etc. Donc c'est juste des engagements, hein. Enfin, des engagements, voilà, il n'y a personne qui va venir vérifier derrière si les engagements sont tenus, mais au moins les gros pays émetteurs en termes de tourisme se sont engagés en faveur d'un tourisme durable déjà en 92. Ensuite, 95, vous avez eu la conférence mondiale du tourisme durable aux Canaries, donc qui a découlé en fait de celle de Rio. Voilà, avec toujours inviter des États, parler du tourisme durable, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer, en termes de communication, donner des clés dans les gens qui veulent s'investir dans cette forme de tourisme. Voilà, donc réunir des gens et surtout discuter autour des problématiques du tourisme durable. 2002, ça a été l'année internationale de l'écotourisme, avec un sommet mondial de l'écotourisme. Donc où là, pareil, on a réuni des chefs d'État, on a parlé de l'écotourisme, on a parlé de ce qui était bien, mais aussi de ce qui n'était pas bien et ce qu'il y avait à revoir. Et surtout, ça a permis aux acteurs de l'écotourisme d'être vraiment mis en avant durant cette année 2002, avec des grosses campagnes de communication, et ça les a surtout aidés à obtenir des financements pour développer leur activité, etc. Ensuite, 2003, 2006, 2008, les forums internationaux du tourisme solidaire. Là, l'idée, donc sur chaque forum, il y avait un petit peu une thématique différente. Le premier forum, c'était qu'est-ce que c'est que le tourisme solidaire? Qui en fait? Donc ils ont invité absolument tout le monde, un peu pour répertorier, pour faire comme un répertoire de qui fait quoi, dans quel pays, de quelle façon, etc. Ensuite, en 2006, ils ont étudié l'idée de comment se regrouper, de quelle façon on pouvait communiquer ensemble, aller dans le même chemin, mutualiser des compétences, savoir toi comment tu fais ça, comment tu gères tes fonds de développement, toi comment tu gères tes circuits. Voilà, de l'échange pour travailler de façon en harmonie en fait, tous ensemble dans le monde entier. Et celui qui a le mieux marché, c'était celui de Bamako, donc en 2008, ça fait maintenant 3 ans, et qui a permis de mettre en place un réseau malien qui s'appelle Jigi Azira. Ça veut dire chemin de l'espoir en langue bambara.
Voilà, donc ce réseau-là, ce réseau malien, il a été mis en place grâce à ce forum-là, et avec surtout la volonté de l'État malien de mettre vraiment l'accent sur un tourisme solidaire, puisque le Mali, c'est quand même, quand on parle de tourisme solidaire, c'est presque la destination la plus connue, et d'où l'importance de se fédérer autour d'un réseau comme JK Azira. Voilà, puis en 2011, il y en a un prévu donc cette année, qui aura lieu en Algérie, donc à Zeralda ou à Gardaïa, ils ne savent pas encore. Et la problématique, ce sera autour du changement climatique. Donc ce sera le changement climatique, quel horizon pour le tourisme solidaire ou quelque chose dans ce style-là. Donc avec une grosse problématique environnementale. Voilà, j'en finis pour mon côté un petit peu rébarbatif. Juste pour vous dire qu'il y a aussi un code mondial d'éthique du tourisme qui existe et en a découlé des chartes nationales. Donc en France, on a une charte nationale du tourisme éthique. Sont signataires de cette charte les tours opérateurs, les offices du tourisme, tous les acteurs du tourisme en général en fait. Donc voilà, qui exprime la volonté de contribuer au développement de l'éthique dans le tourisme et de privilégier un tourisme respectueux des équilibres écologiques, économiques et socio-culturels. Donc c'est juste une signature, ça n'engage en rien dans le sens où personne ne va venir vérifier si vous avez bien tenu vos engagements. C'est juste histoire de dire qu'on est d'accord avec ça et qu'on va essayer de faire des efforts. Mais c'est déjà quand même un pas assez important, surtout pour nous, la France, qui sommes le premier pays récepteur dans le monde. Donc voilà, et un fort pays émetteur aussi. Ensuite, donc, je vais vous parler de la charte de l'ATES. Donc l'ATES, c'est l'association pour le tourisme équitable et solidaire. Donc en fait, ça fonctionne comme un collectif, comme un réseau si vous voulez. Donc il y a 23 associations qui font partie de ce réseau-là, dont Alteroga d'ailleurs. Et on a 10 associations qui sont présentes aujourd'hui, enfin tout le week-end sur le salon. Donc on est sur la mezzanine, regroupés sous la bannière du village du tourisme solidaire. Donc voilà, l'ATES, c'est une association qui regroupe des associations. Donc par contre, pour y adhérer, il faut répondre à des principes et des engagements qui sont assez rigoureux et on est vérifié tous les ans sur est-ce qu'on respecte bien ces engagements. À savoir que la population du Sud doit être au cœur du projet, c'est-à-dire comme je vous le disais tout à l'heure que c'est pas moi Anaïs qui va arriver au Burkina et dire bon ben voilà le circuit ça va être ça et tout le monde me suit, c'est pas ça l'idée. Nous, nos voyages, ils sont conçus toujours en lien avec la population locale, c'est vraiment eux qui sont maîtres du projet. Nous, on est un intermédiaire, on a un appui, mais on travaille d'égal à égal. On n'est pas au-dessus d'eux du tout. Donc une fois que les circuits sont mis en place, etc., c'est nos guides locaux qui vont accueillir nos voyageurs à l'aéroport, qui vont les suivre pendant tout le séjour, qui vont leur faire découvrir leur culture, leur destination. On va aller à la rencontre d'associations avec lesquelles nous on travaille. Voilà, elles sont vraiment, ces populations-là, au cœur du projet, et ça c'est primordial. Si vous devez retenir une chose dans le tourisme solidaire, c'est ça. C'est l'échange, la rencontre, et c'est des voyages qui sont gérés à 80% par les populations locales. Nous, on est juste un appui logistique. Voilà, donc il y a aussi la problématique des projets de développement. Sur un séjour solidaire, vous avez 3 à 6% qui sont prélevés sur le prix de votre voyage, hors aérien, je précise, et qui vont servir à financer des projets au sein des populations qui vous accueillent. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous, chez Alteranga, sur le Burkina Faso, grâce à nos voyageurs, donc on prend, nous, 5% du prix du voyage, qui sert à financer un centre qui soigne des enfants souffrant de malnutrition sur la commune de Tibélé. Donc, avec tous nos voyageurs sur un an, on peut financer le fonctionnement du centre sur une année aussi. Au Mali, on finance des projets avec une coopérative de maraîchères, à savoir on leur achète de l'outillage pour qu'elles puissent cultiver la terre, des semences. On a acheté une charrette et un âne pour qu'elles puissent faire plus de marchés, puisqu'avant elles étaient à pied, donc elles pouvaient faire 2 marchés dans la semaine, maintenant elles peuvent en faire 5. Donc ça ramène de l'argent dans la famille, dans le village, ça fait marcher l'économie locale. Voilà, en fait, les projets de développement, ça peut vraiment toucher tous les secteurs d'activité, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement aussi, la protection de l'environnement, la culture locale. Sur la Roumanie, notre fonds de développement, il aide une association de valorisation des traditions et du folklore local. Donc ça permet de garder, par exemple, les jeunes, ils peuvent faire des activités sculpture sur bois, des choses comme ça, des choses qui sont ancestrales sur cette région de la Roumanie et qui malheureusement, faute de moyens, se perdent.